Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 45 000 kilomètres en Asie, en Océanie, c'est le plus long voyage qu'ait jamais fait le pape Paul VI. Un autre Paul, un apôtre, il y a 19 siècles, faisait lui aussi un long périple de 15 000 kilomètres en Méditerranée, c'est ce qu'on rappelle aujourd'hui. L'avion de Paul VI a décollé de Rome à 9h55 ce matin. Il fera une escale à Téhéran cet après-midi et une autre d'1 heure en pleine nuit à Dhaka, au Pakistan oriental. Andate e insegnate a tutte le genti. Le souverain pontife est ici à Fiumicino quelques minutes avant de partir. Il est accueilli par le président du Conseil italien, M. Colombo. Dans cette très brève allocution, il explique le sens de son voyage. Il explique qu'il part en Extrême-Orient, en Asie, en Océanie, en Australie, en tant que messager du Christ. Il pense que sa mission illustrera le nouvel esprit de la collégialité et espère que l'entente avec les autres religions sera élargie au service du progrès et de la paix. Le souverain pontife place ce voyage sous la protection de la Vierge, des saints apôtres Pierre et Paul et de saint François Xavier, protecteur de l'Asie. Et voici le départ. Il est accompagné par 2 cardinaux, les cardinaux Tisserand et Rossi, par un archevêque et par 50 journalistes. Après les 2 premières étapes, très brèves, à Téhéran cet après-midi et à Dhaka dans la nuit, il sera demain matin à Manille, capitale des Philippines, seul pays d'Asie, pays aux 7000 îles, seul pays d'Asie à majorité catholique. Je crois que jamais on ne se sera posé autant de questions sur les voyages du pape, questions d'église bien entendu d'abord, puis aussi des questions politiques, car il y aura des escales dans des pays où l'on se demande ce que l'on va montrer au pape, ce que l'on ne va pas lui montrer. Un pays comme les Philippines par exemple, où 10% de la population possède 90% des biens. On se pose des questions au sujet de la Chine. Bien entendu, le pape n'ira pas en Chine, mais il a tenu au cours de son escale, il tient au cours de son escale à Hong Kong à saluer la Chine. Et puis, il y a aussi la question de la santé. Paul VI a 76 ans, dans quelles conditions physiques entreprend-il ce voyage? Et une question posée à ce sujet hier soir au cardinal Tisserand, doyen du Sacré Collège, apportait une réponse alarmante, ici même à Information Première. Ne pensez pas qu'à travers cette décision, le Saint-Père pense peut-être à son tour lui-même à mettre prématurément un terme à sa mission? On l'a dit, on l'a répété plusieurs fois. Son état de santé est tel qu'il pourrait bien se faire qu'il n'ait pas besoin de prendre de décision à ce sujet-là. Doit-on comprendre que le souverain pontife est souffrant? Oh, c'est visible. Gravement? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais parlé avec son médecin. Bien. Il est encore, si vous voulez, si vous le permettez... Mais mercredi dernier, c'est un fait public. On le soutenait lorsque, sortant de l'audience, il s'est arrêté pour parler à ceux qui venaient de l'écouter. Alors aussitôt d'après ces déclarations d'Information Première, le porte-parole du Vatican, M. Federico Alessandrini, s'élevait contre une déclaration, selon lui, sans fondement. Quant au cardinal Tisserand, que vous venez de voir, et qui fera lui-même le voyage à côté du pape, vous voyez que c'est un très solide vieillard de 86 ans. Des confrères de la presse catholique, à qui j'en ai parlé ce matin, ont fait 2 remarques à ce sujet, au sujet de la santé du pape. La première, c'est qu'il y a 5 ou 6 jours, le cardinal Villot a été désigné comme cardinal camerlingue. C'est lui, en cas de malheur, qui immédiatement assurerait la conduite des affaires de l'Église, ce qu'il fait déjà dès aujourd'hui. Et deuxièmement, ils m'ont fait remarquer qu'il est déjà arrivé au pape d'être épuisé, fatigué, qu'il remontait rapidement la pente et qu'au cours de certains voyages, c'était finalement les journalistes souvent qui étaient plus fatigués que lui. Un autre voyage, c'est celui du Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, en Pologne. Le Premier ministre est accompagné de M. Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui et demain, Varsovie. Samedi, Auschwitz et Cracovie.
voyage d'amitié qui vient en son temps, puisque l'accord que viennent de passer Allemands et Polonais est quelque chose qui correspond évidemment à tous les souhaits de la politique étrangère française depuis longtemps. 2 volets dans ce voyage, la sécurité européenne, les relations économiques franco-polonaises. Vous allez voir maintenant M. Józef Cyrankiewicz, chef du gouvernement polonais, qui nous a fait cette déclaration, et d'abord en français. Chers amis français, je suis heureux de m'adresser à vous. U początku naszej rozmowy w pytaniu padło nazwisko generała. Chcę naszym francuskim przyjaciołom powiedzieć, jak głęboko, z jakim Monsieur Cyrankiewicz rappelle avec émotion le souvenir du général de Gaulle et la politique de détente, de rapprochement Est-Ouest dont il fut le premier initiateur. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural est une formule du général de Gaulle qui a touché le cœur des Polonais. La sécurité européenne, rappelle M. Cyrankiewicz, est en quelque sorte l'obsession des Polonais qui ont tant souffert des ravages de la guerre. Il se félicite que la France ait endossé par la voix du président Pompidou la proposition de réunir une conférence pour la sécurité européenne. Quant aux relations de la Pologne avec l'Allemagne, le récent accord Bonn-Varsovie sur l'intangibilité des frontières, il met fin, dit M. Cyrankiewicz, à une situation insupportable. Ainsi, avec Paris, avec Bonn, la Pologne a démontré qu'on peut régler par la négociation les problèmes les plus épineux. Si nous ouvrons la page des affaires françaises par un fait divers aujourd'hui, c'est parce que les ravisseurs du petit Armand Simkovitch, eh bien, ne sont pas restés libres aussi longtemps que Fauqueux. En effet, 10 jours après la disparition de l'enfant, qui a été enlevé à Paris et retrouvé à Rouen, le commissaire Poisblanc a fait arrêter 2 des ravisseurs, Robert Konzolik et Gilbert Bassot, qui sont des repris de justice. La rançon est retrouvée. Reste à retrouver la fausse bonne, Josette Rolaz. La police est optimiste, mais cette fameuse fausse bonne qu'on appelait Raymonde ou Janine, François Cornet, qui est-ce exactement? Oui, la fausse bonne, la ravisseuse du petit Arnaud, celle que l'on a appelée Raymonde et puis Janine, la voici. C'est Josette Rolaz, de nationalité suisse, née le 2 août 1948 à Yverdon, dans le canton de Vaud. Ma fille a toujours été instable, très influençable, un peu comme l'oiseau sur la branche. C'est ainsi que son père, jardinier à l'hôpital communal de la localité, définit son caractère. Monsieur Rolaz n'a pas vu sa fille depuis 3 ans. Elle semblait avoir, dit-il, une prédilection pour les beatniks et la vie facile. Et effectivement, après avoir quitté le milieu familial, Josette Rolaz brûle rapidement les étapes. Elle est serveuse de restaurant dans le canton de Neuchâtel et puis vendeuse dans une bijouterie de Zurich. On la retrouve bientôt danseuse dans un cabaret de Florence. C'est à cette époque qu'elle annonce à son père qu'elle va se marier à un Français et habiter Paris. Le Français, vous allez le voir dans un instant, il s'agit de Robert Konzolik, 30 ans, repris de justice, condamné notamment à 8 années de réclusion criminelle à Caen. Il a reconnu la nuit dernière être l'organisateur du rapt du petit Arnaud. Son complice, Gilbert Bassot, 28 ans, repris de justice également, affirme qu'il avait été simplement chargé dans l'affaire d'échanger les billets de la rançon. Ils ont été transférés tous les 2 hier soir au Quai des Orfèvres, où ils sont pour l'instant gardés à vue. Un tissu d'erreurs à peine digne de débutants, c'est ainsi que l'on peut résumer les faits qui ont permis leur arrestation. Tout commence le 14 novembre dernier, 2 jours avant le rapt. Konzolik et Josette Rolaz descendent comme mari et femme dans un hôtel de Conflans-Sainte-Honorine, dans le Val d'Oise. Ils sont seuls. 2 jours plus tard, quelques heures après le rapt, ils rentrent à l'hôtel avec un bébé, cette fois dans les bras. Le lendemain matin, alors qu'ils avaient loué la chambre pour plusieurs jours, ils quittent l'établissement, prétextant un deuil dans leur famille. L'hôtelier fait alors le rapprochement avec le rapt du petit Arnaud et prévient la police. La brigade criminelle se rend sur les lieux et retrouve dans la poubelle de la chambre des couches de bébé usagées ainsi que l'emballage vide du paquet de couches qui provenait d'une pharmacie proche du domicile de la mère du bébé enlevé. Seconde erreur des ravisseurs, Konzolik, connu des services de police, s'était inscrit sous son vrai nom sur le registre de l'hôtel. C'était le fil conducteur pour les policiers dont l'enquête dès lors allait progresser rapidement. On connaît les points de chute de Konzolik, on sait où sont ses amis, on le file et l'on se rend compte que Bassot est son complice dans l'affaire. Troisième erreur, ils achètent à Caen une voiture avec les billets de la rançon. On a donc la preuve dès lors que les ravisseurs sont bien Konzolik et Bassot. Il reste à les arrêter, c'est ce qui se produit hier à Caen, sans embûche, où les ravisseurs
évoluent à 100 lieues d'imaginer qu'ils sont sur le point d'être démasqués. Basso a sur lui une partie de la rançon. On retrouve le reste au domicile de Consoli, qui reste donc maintenant arrêter cette fameuse Josette Rolas. Il paraît que ça ne saurait tarder, ce qu'on nous a dit. Affaire politique et sociale, maintenant, française, toujours aucune piste sérieuse pour identifier les hommes qui ont molesté avant-hier soir le député UDR Michel Degrailly, que vous voyez ici, sinon le souvenir d'un homme à moustache que le député semble avoir reconnu. Incident à Angers, hier soir, où M. Jean-Jacques Servan-Schreiber présidait une réunion radicale avec des responsables, une soixantaine de jeunes gens du mouvement de droite Restauration Nationale. Le secrétaire général du Parti radical venait juste de prendre la parole, il était 21h. Une vingtaine de jeunes gens appartenant à un groupe extrémiste de droite faisaient irruption dans la salle après avoir brisé vitres et portes d'entrée. Ayant investi la tribune, ils matraquaient violemment les leaders de la réunion et tout particulièrement Jean-Jacques Servan-Schreiber. Quand la police arrivait, les agresseurs étaient repartis. JGSS nous a fait une déclaration en quittant Angers ce matin. Vous savez, moi je n'accuse jamais ni les gens qui sont animés par la haine et qui ne sont pas maîtres de leur contrôle nerveux et intellectuel, ni les policiers qui sont des fonctionnaires et qui ne font qu'obéir aux ordres. J'accuse les responsables. Or, les responsabilités sont claires. Pendant toute une journée, des tracts ont été distribués appelant à l'agression et à la violence, vous les avez vus, à 20h30, à cet endroit-là. La police le savait, les organisateurs de la réunion avaient prévenu la préfecture et la police. Ni les uns ni les autres n'ont rien fait, c'est la complicité avec la violence. Et la deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est que les déclarations officielles de ce matin des plus hautes autorités de l'État font déjà un amalgame entre ce qui est arrivé à M. Degrailly, et qui est évidemment navrant, et ce qui est arrivé ici, mais c'est cet amalgame qui est de nouveau le mensonge et qui répand l'obscurité sur tout le débat public. Car d'un côté, il y a un kidnapping, c'est-à-dire quelque chose qui, par définition, n'est pas à l'information de la police et qui la prend par surprise. Et de l'autre côté, hier, à Angers, vous avez la police, la préfecture, le ministère de l'Intérieur prévenu pendant 12 heures et qui protège délibérément la violence. Il n'y a donc pas de comparaison, c'est l'opposé. Alors l'amalgame de ce matin par les voies les plus autorisées de l'État est vraiment enfonce encore la France dans l'obscurité. Et c'est de cette obscurité, de cet obscurantisme que naît la violence et la haine. La grève des postes se poursuit, elle se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine. C'est une grève, je vous le rappelle, qui a été lancée par la CGT et la CFDT. Elle est inégalement suivie. Le service de presse des postes nous envoyait des chiffres. Cette nuit, le total était de 23% du personnel. Ce matin, total national à 5%. Cette grève concerne différentes catégories de travailleurs. Aujourd'hui, Jean-Pierre Quittard évoque la vie quotidienne du facteur, de votre facteur, ainsi que les réactions des usagers devant cette grève. Je m'appelle Georges Michel, j'ai 21 ans, je suis rentré dans les PTT en 1966, je suis à Paris 7 depuis 2 ans, je gagne 1000 francs par mois. Est-ce qu'elle vous gêne, la grève des PTT? Oui, monsieur, elle me gêne. Beaucoup? Oui, parce qu'écoutez, on peut avoir quelqu'un de malade et puis on attend des nouvelles, c'est pas très plaisant. Et ça arrive trop souvent. Madame, qu'est-ce que vous pensez de la grève des PTT? Eh bien, c'est bien embêtant. Bah oui, ça me gêne, parce que j'attends du courrier. Alors, je vais bien recevoir. Je me lève le matin à 5h30 et je dois être au bureau à 6h15. De 6h15 à 8h a lieu le train du courrier pour l'arrondissement. De 8h à 9h15 a lieu la distribution de lettres. Ensuite, de 10h à midi et demi environ a lieu la distribution de mandats et de lettres recommandées. Pour déjeuner, nous avons environ 1h30. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la grève des PTT? Ça vous gêne beaucoup? Moi, ça ne me gêne pas du tout, c'est normal. C'est normal, une grève des PTT? Oui, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la vie c'est cher, ils demandent leur vie, c'est normal. C'est différent parce que moi je suis étrangère, alors. Oui, ça me gêne parce que les lettres arrivent beaucoup plus tard, bien sûr. Est-ce que ça vous gêne beaucoup, vous, en tant qu'usager? Oui, ça me gêne énormément. D'autant plus que je suis artisan, alors vous comprenez, le courrier, les factures, tout arrive en retard et ça nous décale tout. Et il y a une chose, c'est que moi je m'aperçois que j'ai au moins 2-3% du courrier qui n'arrive pas. L'après-midi, je commence à 2h15 et je finis à 5h30. Et cet après-midi, elle se divise comment? De quelle façon? D'abord le tri du courrier, qui a lieu jusqu'à 15h15, et la distribution qui a lieu de 15h15 à 17h15.
Vous ne travaillez pas tous les jours sur ce rythme-là? Non, on a une après-midi de repos sur 2. Et en fin de semaine, qu'est-ce que vous avez comme repos? On a le samedi après-midi et le dimanche. Pour vous, facteur, est-ce que c'est un bon métier? Oui, c'est un bon métier. Et la grève des PTT, qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux que vous demandiez aux usagers. Des sports, Patrick Chapuis, c'est d'abord du ski et la suite de l'affaire Brundage. Oui, vous savez que M. Brundage est parti en guerre contre le ski alpin. Il accuse les coureurs de professionnalisme, et parmi les coureurs principalement accusés, il y a 3 Français, Jean-Noël Augère, Jean-Luc Pinel et Georges Mauduit. Cette affaire fait grand bruit dans les milieux du ski, et le président de la fédération, M. Maurice Martel, a répondu aux questions de Michel Drucker à sa sortie du comité olympique français. C'est le sort d'une réunion du comité olympique français sous la présidence du comte Jean de Beaumont, et qu'à la suite d'une longue et difficile discussion, le comité olympique français a décidé de soutenir l'action de la Fédération française de ski et de la Fédération internationale pour faire en sorte que ces malheureux garçons soient réhabilités, car ils n'ont jamais mérité aucune sanction. Il était très important que nous obtenions cet agrément du comité olympique français. M. Brundage est souvent attaqué aux skieurs, car ce professionnalisme entre guillemets ne lui plaît pas, mais cette fois l'attaque est tout de même plus violente puisqu'il veut leur interdire les Jeux Olympiques de Sapporo. Là c'est tout de même un élément plus important. C'est un élément important mais qui n'est pas nouveau, puisque depuis quelques 10 années, le président Brundage nous manifeste son hostilité, pour employer des termes plus importants, à l'égard des skieurs alpins, alors que dans de nombreuses autres disciplines, il consent à ce que les athlètes participent. Oui. Et nous en sommes tellement conscients que nous avons, avant la lettre, pris des dispositions avec la Fédération internationale pour mettre en place des structures qu'aucune autre fédération internationale ne possède actuellement, et justement vis-à-vis de l'amateurisme. Mais rien n'est suffisant, nous serons toujours attaqués par M. Brundage. Est-ce que, M. Martel, vous pensez qu'on va peut-être arriver un jour à retirer le ski des disciplines olympiques? Il faut que maintenant des accords précis soient passés, ou alors que nous nous retirions définitivement des Jeux Olympiques. En ce qui me concerne personnellement, je pense que c'est un devoir de trouver la solution définitive vis-à-vis des jeunes athlètes qui nous accordent leur confiance. En tout cas, cela n'empêchera pas tous les skieurs d'être au premier rendez-vous de la saison à Val d'Isère le 16 décembre pour le critérium de la première neige. Nous allons maintenant nous rendre à Grenoble où précisément les derniers Jeux Olympiques avaient été disputés, mais c'est pour y assister à du cyclisme sur piste. Depuis 12 ans, les Parisiens sont frustrés de cette merveilleuse distraction puisque le Veldiv a été détruit. Nous allons retrouver maintenant à Grenoble cette ambiance que nous aimons, avec Richard Dio. Pour la première fois en France depuis près de 12 ans, une course à l'américaine s'est disputée hier soir au Vélodrome de Grenoble. 12 équipes de 2 coureurs se relayant à volonté étaient sur la piste. Karsten Novak et Kemello Rankati ne pouvaient empêcher l'équipe Post-Mouriou de gagner la première manche sur 50 km en dépit du rush final du Belge Sercu, associé à son compatriote Montserré, le champion du monde sur route. Le public grenoblois avait répondu à l'appel de Georges Cazeneuve qui avait prévu aussi un match de vitesse Morellon-Trentin. Trentin employait la manière forte en démarrant puissamment, mais Daniel Morellon, avec une maîtrise parfaite, ne se laissait pas surprendre. Il revenait sur Trentin dans le virage et le passait dans la dernière ligne droite. Trentin était battu d'un quart de roue sur la ligne d'arrivée. Les spectateurs grenoblois, qui pourront voir les 6 jours dans 2 mois exactement, devaient se familiariser un peu plus avec la course à l'américaine dans la deuxième manche de cette nuit de Grenoble. Les équipes françaises et Marc Groscos notamment faisaient ce qu'elles pouvaient pour tenir tête aux spécialistes dans cet exercice si particulier. Sercu Montserré et Post-Mouriou faisaient merveille et ne laissaient à personne le soin de mener la chasse. Et dans les derniers kilomètres, le Hollandais Post, qui a remporté 58 courses de 6 jours dans sa carrière, tentait de surprendre Montserré, mais le Belge, en dépit de son jeune âge, est déjà expérimenté et il passait le relais à Sercu dans les meilleures conditions. Et Sercu, un ex-champion du monde de vitesse, n'avait aucune difficulté à gagner les sprints. Sercu Montserré remportait la deuxième manche et l'américaine, une soirée réussie et un spectacle que l'on espère revoir bientôt. Drugstore, en anglais, ça veut dire pharmacie. À Paris, c'est pourtant tout à fait autre chose. Le drugstore vient d'Amérique et c'est pourtant une sorte d'invention française. Publicis ouvre ce soir, inaugure du moins son 5e drugstore
Je m'y suis promené pour vous, il s'appelle Matignon. Quelle relation y a-t-il entre un maréchal de France du XVIe siècle et un drugstore? Réponse: Marcel Bleustein-Blanchet, patron de Publicis, qui, 12 ans après son premier drugstore, celui de l'Étoile, ouvre à l'autre bout des Champs-Élysées son 5e drugstore, avenue Matignon. Et Jacques de Matignon, comme chacun sait, fut maréchal de France. Ce qui m'a frappé aux États-Unis, et Dieu sait parce que j'y étais tout à fait au début, c'est qu'il n'y a pas les différences de classe qu'il y avait en France. C'est dans le temps, l'ouvrier portait la casquette, allait aux Zingues, c'est le bistrot, c'était son endroit de prédilection. Le petit bourgeois allait au Café Billard ou ailleurs, et puis le Richard allait chez Maxime ou dans les endroits de luxe. Eh bien, par un miracle extraordinaire, ça s'est réalisé. Toutes les classes se sont rencontrées, sans casquette, en chapeau de fente, en chaque moumlon, les midinettes avec les femmes du monde, les hommes politiques avec les travailleurs. Tout ça venait au drugstore parce qu'ils y trouvaient tout ce que l'on a dans une société moderne, besoin dans les conditions où il ne faut pas faire les 4 coins de Paris pour le trouver. Café-restaurant et magasin en miniature comme ses frères, le drugstore Matignon mêle dans son style la frivolité 1900 à la sobriété japonaise. Maître d'œuvre, Gilbert Cahen Salvador, décorateur Alain de Machy, fontaine de Michel Charpentier et interprétation très personnelle du maréchal de Matignon par 10 peintres et sculpteurs d'avant-garde, parmi lesquels Alain Jacquet, Charles Maton, Armand, Jean-Paul Goude, Jean-Pierre Reynaud, le sculpteur César, ici dans son atelier. Après les voitures comprimées, César a choisi pour matériau la mousse de polyuréthane. Le tuyau, hein. Il fait des expansions. Le maréchal de Matignon en sera une. Il va sortir d'un seau. Approche-moi le truc. Allez, approche-toi. Approche-toi. Le rapport entre le maréchal, il n'y a pas de rapport. Si j'avais trouvé un buste que j'aurais pu couper en tranches ou que j'aurais pu inclure dans la mousse, ça je l'aurais fait. Alors ça, c'est votre maréchal de Matignon, Rotella. Oui. Il n'est pas tout seul. Non, il y a des membres de la famille Matignon. Mais alors, dans votre tradition des affiches lacérées, vous les avez tous déchirées un peu. C'est ça. Vous préférez les personnages déchirés, je crois. Hein? Bien sûr. Quelles sont les choses qui sont indispensables pour qu'il y ait drugstore? Alors, l'essentiel, c'est d'avoir une répartition entre tout ce qui correspond à la nécessité du monde moderne. D'abord, une pharmacie. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il est indispensable qu'on trouve de tout. Deuxièmement, un bureau de tabac. Et troisièmement, un cinéma. Au cinéma du drugstore Matignon, 300 places en sous-sol. Tout est en verre, ou en laine de verre, ou fibre de verre. On pourra y fumer, et à votre contact, les sièges oléopneumatiques s'assoient pour vous. Il y aura des ennemis du drugstore. Mais il y en a encore, et il y en aura toujours. Mais toute ma vie, vous savez, depuis que je me bats, que je fais de la publicité, j'ai toujours été considéré que j'ai eu les détracteurs. Or, regardez simplement cette vue. Là, vous avez le passé,
Et regardez au fond ces buildings extraordinaires qui s'appellent la Défense. C'est le futur. Je suis au milieu. Entre le passé et le futur, il y a une nouvelle génération qui veut quelque chose. Quelque chose en tout cas qui est strictement réservé aux téléspectateurs, c'est le chant d'amour des poissons de Rotella. Coupé. Hier, à Paris, à l'hôtel Crillon, M. Cornu, sénateur et ancien ministre, a remis la rosette de la Légion d'honneur à une très grande dame du théâtre français, Elvire Popesco. Elvire Popesco, vous nous avez fait la joie de venir ici, le plaisir de venir. Je vais vous demander naturellement ce que vous avez éprouvé dans ce moment-là, car vous avez dû éprouver bien des choses. Cher monsieur, j'ai été très émotionnée et profondément reconnaissante. Je remercie à monsieur le président de la République de m'avoir donné l'occasion une fois de plus de dire toute ma reconnaissance à la France. Cette France où vous avez derrière vous 45 ans de théâtre, et vous êtes arrivé un jour, et vous n'aviez pas besoin d'ailleurs, car vous aviez déjà beaucoup de succès au Théâtre National de Bucarest quand vous êtes venu ici. Oui, et puis après j'ai fait ma carrière en France, comme vous dites 45 ans, mais je ne l'ai pas fait toute seule, monsieur. Alors je remercie à tous les auteurs dramatiques, à tous les camarades avec qui j'ai travaillé, et à tout le personnel que j'ai rencontré dans tous les théâtres, le personnel technique. Évidemment, il serait difficile de donner tous les grands noms de ces gens-là, n'est-ce pas? Sûr. Lunier-Poé ou Bien Jean sûr, Richepin. bien Je crois que sûr. c'est Jean Richepin qui vous a fait venir à Paris. Oui, Jean Richepin, oui. Et je dois remercier au public et à la presse pour beaucoup d'encourageance. M'a beaucoup encouragé. C'est elle qui vous remercie, madame, pour Merci. tout ce que vous avez fait pour le Et théâtre. merci à vous, monsieur. Nous allons maintenant brutalement revenir aux affaires de la finance. Gérard Vidalanche, que j'appelle à la bourse. Gérard Vidalanche, je crois qu'il faut noter que les fédérations des industriels européens ont envoyé au président Nixon une protestation contre les mesures récemment votées par le Congrès américain. Ce sont des mesures qui tendent à renforcer le protectionnisme en faveur des produits américains. La protestation est extrêmement énergique, très vigoureuse, et c'est rare qu'il y ait une unanimité, si vous voulez, parmi les industriels, aussi bien du marché commun que de l'association du libre-échange, c'est-à-dire tous les pays en dehors du marché commun, tous les pays européens ont protesté auprès du président Nixon contre le vote du Congrès qui vient d'alourdir le protectionnisme aux États-Unis. Cela veut dire que les importations seront limitées, les contingentements sont aggravés, et ceci est tout de même important, car au moment où l'Amérique nous exporte son inflation, eh bien d'un autre côté, elle se protège en établissant un cordon sanitaire autour des États-Unis. Bien sûr, il s'agit d'un vote de la Chambre des représentants, le Sénat ne s'est pas prononcé, et surtout, le président Nixon a un droit de veto et peut s'opposer à cette décision qui serait contraire au libre-échange, à la libre circulation des marchandises. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a monté sur l'or, car vous le savez, il y a une alerte monétaire. Un banquier américain, un banquier de Chicago, a carrément posé la question: est-ce que les Américains ne vont pas être acculés à dévaluer le dollar? Nous verrons tout de suite, tout à l'heure, les cours de l'or. Quoi qu'il en soit, les valeurs françaises sont assez résistantes. Il y a même des hausses. Je vous signalerai maintenant un tiercé, en quelque sorte, parmi ces hausses. Eh bien, aujourd'hui, il y a Pernod, SAI et la financière de l'Union européenne, trois valeurs qui se sont distinguées.
Les résultats des grandes sociétés françaises s'annoncent fort bons pour 70, qui sera un excellent millésime. En effet, la financière de Paris annonce les résultats de 4 de ses principales sociétés financières et tous les résultats sont en augmentation. Pour Paribas International, la grande banque internationale qui regroupe les intérêts de la Banque de Paris à l'étranger, double par exemple ses bénéfices. Et puis il y a aussi une opération financière importante qui passionne la bourse. Le groupe Pont-à-Mousson annonce le début de ses opérations financières. En effet, la SAP, qui est la société financière du groupe Saint-Gobain Pont-à-Mousson, va regrouper un certain nombre de sociétés et c'est la SAP qui détiendra notamment la participation de 18% de Saint-Gobain dans le Suez, qui est tout de même un actif fort considérable. Et la SAP annonce du même coup une répartition d'actions gratuites, 1 pour 10. Eugène Kuhlmann, vous voyez, progresse un petit peu, 70 centimes, Béguin 2 francs, il y a de ci de là des hausses intéressantes à la bourse de Paris. La Compagnie Générale d'Électricité, de son côté, annonce que son chiffre d'affaires pour l'ensemble du groupe atteindra ou approchera les 10 milliards, 1000 milliards d'anciens francs, ce qui marquera également une augmentation assez sensible. La CGE vient d'ailleurs de signer un accord avec les PTT roumains, un accord de coopération qui permettra aux filiales spécialisées de la CGE dans les télécommunications de vendre des appareils, d'assister les PTT de Roumanie. Ici, voyez le cours de Saint-Gobain, 149, on approche toujours de la barre de 140, mais ce sont les raffineries C, à droite sur votre écran, qui ont progressé aujourd'hui, 119,20 et même 121 contre 116, ainsi que Pernod, qui vaut aujourd'hui 316 francs 30 contre 313 francs 50 hier. Les perturbations dans les PTT françaises alourdissent les charges d'exploitation de certaines sociétés et notamment des sociétés spécialisées dans les ventes par correspondance qui évidemment ont besoin absolument d'un service normal des PTT. La Redoute à Roubaix, par exemple, baisse encore aujourd'hui de 7 francs, alors que la société annonce une augmentation de 8,5% de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année. C'est une progression assez remarquable car, vous le savez, tous les grands magasins ont souffert d'un ralentissement des ventes depuis le début de l'année. Tous les grands magasins parisiens, notamment, enregistrent même des pertes à leur bilan pour le premier semestre. C'est le cas du Printemps, c'est le cas des Galeries Lafayette et même c'est le cas du bazar de l'Hôtel de Ville. Voyons tout de suite les cours de l'or qui ont monté aujourd'hui. En effet, le lingot a gagné 55 francs et le Napoléon 70 centimes. La rente Pinet qui est indexée sur l'or s'est réveillée quelque peu. Aujourd'hui, on a coté au premier cours 163 francs 90, on est revenu ensuite à 163 francs 80, et puis vous voyez, c'est encore le cours de 163 francs 90 contre 163 francs 10. Donc, réveil de l'or, stabilité, et même point de fermeté sur les valeurs françaises. À vous les studios. Merci, le journal est terminé. D'autres informations à Télésoir avec Étienne Moujotte. Merci.